En 1863, Jules Verne eut une vision. Il l'intitula « Paris au XXe siècle ». C'était son premier roman. Il annonçait un futur où l'on s'éclairerait à l'électricité et où l'on se déplacerait en voiture sur des routes encombrées. C'était l'histoire d'un monde devenu fou. Jules Verne avait même prédit qu'une immense cathédrale métallique s'élèverait en plein centre de Paris. Mais le livre de Jules Verne était sans doute trop pessimiste pour être publié. En 1889, la technologie lui donna pourtant raison. Mais Jules Verne était déjà passé à autre chose. Son livre suivant, De la Terre à la Lune, serait un hymne optimiste au triomphe de la science. Aujourd'hui, dans les environs de Paris, le voyage dans l'espace imaginé par Jules Verne à la fin du siècle dernier est en train de prendre corps. Dans cette histoire, la fiction devient réalité. C'est une histoire sur le futur et sur les gens qui l'inventent. Quelques kilomètres au nord de Los Angeles se trouve la petite ville de Glendale. Caché entre des rues tranquilles, bordées d'arbres, il existe un ensemble de bâtiments étroitement surveillés. Que font les gens qui travaillent ici? C'est un secret jalousement gardé depuis une quarantaine d'années. Ce qui se passe ici, c'est une sorte de folie collective. Car c'est entre ces murs que la compagnie Walt Disney invente les divertissements de l'avenir. Chez Disney Imagineering, on se méfie de la réalité. Ici, même les distributeurs d'eau ont leurs idées à eux. C'est un mélange d'imagination et d'ingénierie, des gens avec des calculettes et des stylos. C'est des ingénieurs. Et il y a des experts en électronique et des scientifiques et des rêveurs et des artistes et des sculpteurs. Le groupe de gens le plus bizarre qui soit, et tous avec une même idée en tête. Officiellement, nous sommes la tête pensante qui imagine, conçoit et construit les parcs à thème. En fait, on est un groupe de cinglés enfermés dans un bâtiment dont la fonction est d'inventer l'avenir des parcs à thème. Aujourd'hui, l'avenir a pour nom Space Mountain. C'est l'attraction la plus sophistiquée jamais inventée. Conçue à Los Angeles, elle sera construite à Disneyland Paris. Cette année, pour l'équipe de team de l'année, ça passe ou ça casse. Dans 4 mois, l'idée qu'il a eue en 1988 deviendra une attraction ayant coûté 90 millions de dollars. On invente cette attraction comme si c'était pour nous. On est là et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer de vraiment géant. C'est ça le boulot d'imagineur. On est là et on se dit qu'est-ce qui serait l'expérience la plus géniale, la plus puissante, la plus difficile à réaliser. Le processus commence sur ce simulateur de vol modifié qui permet à l'équipe de Brian Fearon de transformer les visions de Delaney en des données concrètes. Ça nous permet de sentir, d'expérimenter, de jouer avec l'attraction avant qu'on commence à tordre de l'acier, à couler du béton, bref, à faire toutes ces choses qui sont un peu difficiles à annuler. Avec cette machine, on peut simuler ce que sera un tour sur l'attraction et le modifier en tapant quelques commandes au clavier, jusqu'au moment où nos créatifs sont satisfaits et qu'ils disent « Voilà, c'est ça l'expérience qu'on veut faire vivre aux visiteurs ». Celles-ci serviront à construire un modèle tridimensionnel rudimentaire. Space Mountain fait ses premiers pas prudents sur un ordinateur. Les passagers s'embarqueront à bord de l'une des 5 rames de l'attraction qui s'avancera jusqu'à la position de lancement. Comme dans le livre de Jules Verne, on chargera la rame dans un canon large de 5 mètres. Une explosion violente projettera les passagers dans l'obscurité sidérale.
Ils ne verront ni les rails ni la structure environnante lorsqu'ils s'élanceront à toute vitesse, désorientés, sans dessus-dessous et dans le noir. Vers la fin de ce voyage de 2 minutes, ils traverseront un amas d'astéroïdes et feront voler l'un d'eux en éclats dans une pluie d'étincelles. Par une nuit pluvieuse, 3 mois à peine avant l'ouverture, les wagons transportant les rames de Space Mountain arrivent de Hollande. De toute l'Europe, un flot incessant de matériel converge vers Disneyland Paris. La plupart du temps, les choses se passent bien. Les visiteurs ont appris à connaître la silhouette de la montagne, un vaste volcan métallique. Mais elle est loin d'être achevée. Les programmes d'ordinateurs qui commanderont l'attraction sont si complexes qu'il a fallu recruter des spécialistes de l'industrie aéronautique. Il y a beaucoup d'interactions entre les techniciens et les créatifs. Avant, je travaillais pour la NASA, au Jet Propulsion Laboratory, où c'était beaucoup plus scientifique. Il y avait très peu d'émotion dans ce que nous faisions. Et rien ne ressemblait à ce qui se passe quand on inaugure une de ces attractions et qu'on lit les premières réactions sur les visages des gens. On ne va pas demander aux gens, alors pourriez-vous me dire combien de jets vous ressentiez à tel moment? Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils sont excités, est-ce qu'ils crient et hurlent et rient, est-ce qu'ils s'amusent? C'est ça qui est génial. We present the first of our science factual programs, Man in Space. 40 ans plus tôt, c'est les pionniers de l'espace qui avaient eu besoin de Disney pour populariser leur vision à eux. Le monde qui nous entoure porte la marque de l'influence de la science sur notre vie quotidienne. Des découvertes qui étaient des miracles il y a quelques années à peine nous paraissent aujourd'hui banales. Bien des choses qui nous semblent impossibles en ce moment seront bientôt des réalités. L'un des plus vieux rêves de l'homme est de voyager dans l'espace, de voyager vers d'autres mondes. Par bien des aspects, l'équipe de Disney, qui en 1955 réalisa L'homme dans l'espace, préfigurait les imagineurs d'aujourd'hui. Pour faire vivre aux téléspectateurs un voyage dans l'espace, ils filmèrent le récit totalement convaincant et factuellement précis d'un voyage de la Terre à la Lune. Pour vous en parler, je passe la parole au réalisateur Ward Kimball. Au cours de notre collaboration avec les ingénieurs et les scientifiques, nous avons découvert qu'ils ne sont pas d'accord entre eux quant à la manière dont l'humanité franchira la frontière de l'espace. Ward Kimball vit encore à Los Angeles. Sa maison est le monument surréaliste d'une vie consacrée au cinéma. Comme Walt Disney connaissait la fascination de Kimball pour les ovnis et le paranormal, il lui demanda de ne pas se laisser emporter par son imagination. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut que le film parle de science, pas de science-fiction. Pour que le film soit d'une précision scientifique irréprochable, Kimball rechercha un spécialiste et il trouva le constructeur de fusées allemand, Werner von Braun. Von Braun avait inventé la fusée V2 et après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain l'avait ramenée aux États-Unis pour construire des missiles. Mais von Braun avait d'autres projets. Il savait qu'il tenait sa chance avec la télévision. C'est ça qui l'a convaincu. Voici maintenant un modèle de ma fusée orbitale à 4 étages. Comparée à la fusée non habitée, elle est considérablement plus grande. L'homme dans l'espace fut une prouesse technique. Sa précision scientifique était étonnante dans les moindres détails. Von Braun suggéra même que les astronautes reviendraient sur Terre dans un véhicule qui annonçait la navette spatiale Challenger. Au fond, le film visait à convaincre directement le public américain qu'on voyagerait bientôt dans l'espace. Si on lançait aujourd'hui un programme spatial convenablement financé, je pense qu'une fusée emportant des passagers pourrait être construite et testée en moins de 10 ans.
J'étais très jeune à l'époque et je me souviens avoir vu l'émission à la télé. Je me rappelle que pendant une des pauses publicitaires ou à la fin du programme, j'ai demandé à mes parents si tout ça était vraiment vrai. Et je crois qu'ils m'ont dit en gros que non, que c'était une invention de Monsieur Disney. Our spaceship moves ponderously toward the firing site. Après l'exposé introductif de von Braun, ces théories scientifiques prenaient vie le temps d'un voyage à bord d'une fusée. J'ai aussi été frappé par le fait que quelqu'un pouvait prendre un rêve ou quelque chose qui n'existait pas avant et lui donner une forme qui avait l'air totalement réelle. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Le 9 mars 1955 à 19h30, un jeune garçon de 8 ans nommé Tim Delaney et 100 millions d'autres Américains allumèrent leur téléviseur pour regarder l'homme dans l'espace. L'un de ces spectateurs fascinés était un homme de 65 ans qui habitait la Maison-Blanche. Le président Eisenhower fut impressionné. Je m'en souviens très bien. Le lendemain, il a appelé Walt. Il voulait une copie du film. Walt voulait savoir pourquoi. Et le président lui a dit « Je vais le faire voir à tous ces généraux amidonnés qui ne croient pas qu'on va aller là-haut. » L'homme dans l'espace fit sensation. Les militaires organisèrent d'innombrables projections privées. Et le 15 juin, à la demande générale, on le rediffusa à la télévision. Le 29 juillet, lorsqu'il fut clair que les militaires et l'opinion publique ne protesteraient pas contre les dépenses colossales que cela représentait, le programme spatial américain fut lancé. C'est le film de Kimball qui donna à Tim Delaney ce goût pour la science-fiction qui est l'inspiration de Space Mountain. Space Mountain est basé sur le roman de Jules Verne « De la Terre à la Lune », dans lequel une équipe d'explorateurs français et américains construit un canon pour se propulser sur la Lune. Mais pour l'esthétique visuelle de Space Mountain, Delaney ne s'est pas seulement servi d'illustrations d'époque. Des films comme le classique Excursion sur la Lune, réalisé par Secondo de Chaumont en 1909, ont aussi enrichi son répertoire d'images scientifiques rétro. Les somptueux décors de 20 000 lieues sous les mers, tournés par Disney en 1954, ont inspiré le look tôle d'acier et rivet de Space Mountain. Toutes ces influences ont contribué à créer une vision rétro de la technologie du futur. Au cœur de la montagne se trouve le Columbiad, imaginé par Jules Verne, un énorme canon de 15 tonnes. Ce canon représente tout à fait clairement le fait que vous montez là-dedans et qu'on vous envoie là-haut. Je veux dire un canon, gros boom, lancement, grande vitesse. Ça va marcher. Mais sous la façade artistiquement décorée de Space Mountain se cache un monde privé, inconnu, un monde de vapeur, d'huile et d'électronique. Ron Hamming est un des spécialistes chargés de régler le canon. Tower from Project 34, going through door 12. Il ne reste plus que 6 semaines. Le véhicule poussoir est constitué d'un châssis monté sur des rails, qui se trouve sous les rails principaux de l'attraction. Il a un aileron qui s'adapte sur la barre de lancement de la rame. À partir de là, il lance la rame jusqu'en haut de la catapulte. Hamming est ingénieur en mécanique chez Garrett Air Research. Il s'est inspiré de la technologie utilisée sur les porte-avions pour mettre au point un système de catapultage. On a inventé quelque chose qui ressemble au treuil à haute vitesse, qui fonctionne comme une catapulte, mais plus fiable et plus sûr que ce que les militaires utilisent pour leurs pilotes et leurs avions.
Voici l'intérieur de la catapulte. La rame arrive ici, le véhicule pousseur s'accroche à la rame et la propulse dans la montagne. L'opération de catapultage dure environ 3 secondes. Au cours de ces 3 secondes, la rame parcourt environ 50 mètres. C'est comme si vous passiez de 0 à 75 km/h en à peu près 2 secondes. Lors du lancement, les passagers ressentiront une accélération de 1,5 G. Et ce n'est qu'un début, car la sensation physique sera amplifiée psychologiquement par des effets spéciaux tirés du cinéma. Une énorme explosion, de la fumée et du son stéréo. Voilà ce qu'est en train de concocter Jack Gillette, un as des effets spéciaux. J'ai commencé au studio Disney où j'ai travaillé pendant 5 ans avant de passer chez les imagineurs. Toute cette technologie que vous voyez là fait pas mal d'allers-retours. Au cinéma, la plupart des effets spéciaux ne servent que pour une prise. Ici, il faut qu'ils marchent 12 heures par jour, 365 jours par an. C'est un sacré défi. Il faut non seulement être capable de produire l'effet une fois, mais le répéter autant de fois que nécessaire. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a commencé sa carrière dans les films. Dès le départ, Disney s'est efforcé de tirer parti dans ses attractions de tout le savoir-faire du cinéma. Walt Disney veut vous faire entrer dans l'image. Et c'est pour ça que nous appelons Disneyland la scène. Et lorsque les acteurs, car c'est comme ça qu'on appelle les employés, se trouvent derrière les décors ou derrière les attractions et ainsi de suite, nous appelons cela les coulisses. Disneyland est une scène et vous, vous êtes sur cette scène. On a juste supprimé les fauteuils. Au cinéma, la musique peut changer l'atmosphère d'une scène en un clin d'œil. Jusqu'à présent, on n'avait jamais réussi à construire un grand 8 où la musique serait synchronisée. Mais sur Space Mountain, Delaney a bien l'intention d'exploiter la puissance musicale de films comme 20 000 lieues sous les mers pour manipuler les émotions. Steve Bramson a reçu un Emmy pour son travail avec Steven Spielberg. Aujourd'hui, il compose la musique de Space Mountain. Là, je voulais que ça tangue et que ça roule. Alors il y a un effet de tangage et de roulis qui est très difficile à reproduire sur le piano. Les cuivres s'en donnent à cœur joie avec les cloches ici. Et ensuite, ça s'éloigne en tourbillonnant. Quand l'arrangement sera terminé pour l'enregistrement, on verra tous ces détails. Ce genre d'idée c'est tiré du cinéma. La seule différence, c'est que vous êtes là. Pendant que Bramson connaît les affres de la création à Los Angeles, à Paris, on fait marcher l'attraction pour la première fois, avec des sacs de sable à la place des passagers. Si personne n'a jamais écrit une musique synchronisée pour un grand 8, c'est que c'était techniquement impossible. La plupart des grands projets sont guidés par la création, pas par la technologie. Le fait que quelque chose est difficile ou désagréable à réaliser devrait être secondaire, car ce qui compte avant tout, c'est que l'expérience soit merveilleuse. Très tôt, on s'est dit que ce serait génial d'avoir une bande-son, de pouvoir mettre une partition sur un grand 8. Ça n'avait jamais été fait, et donc c'était une idée géniale. Alors on a fait des tests, la question est devenue comment faire pour que ça marche? Comment faire pour avoir du son de grande qualité, des effets spéciaux alors que le vent souffle sur votre visage, que vous entendez les autres rames, les gens qui hurlent, etc. Les imagineurs inventèrent une solution, l'unité de contrôle locale, ou UCL, qui est venue installer à Paris le spécialiste du son John Gropper. Une UCL, c'est en gros un studio d'enregistrement en miniature. Et tout tient ici, sur la rame. Le traitement du son se passe ici, et tout est enregistré sur ces dispositifs qui sont des cartes à puce contenant chacune 20 mégabits de mémoire et qui, surtout, ne bougent pas.
Ce qui est très important, parce que si elle bougeait, ça ne serait sans doute pas au bon moment à cause des vibrations de la rame. La position précise de chaque rame sur le parcours sera repérée par des détecteurs à infrarouge. La musique de Steve Branson sera numériquement enregistrée en des couches musicales distinctes. Au fur et à mesure que la rame se déplacera sur le parcours, la musique sera mixée et calée à nouveau pour être parfaitement synchrone avec ce que ressentiront les passagers. Vers le début des années 60, alors que la perspective d'un alunissage devenait chaque jour plus réelle, les imagineurs ont utilisé la technologie spatiale pour inventer une forme primitive de robotique. Cette technologie s'appelait l'audio-animatronique et elle était destinée à jouer un rôle majeur dans la vision optimiste de l'avenir qui était celle de Disney. Cet appareil ressemble à une tenue spatiale, mais c'est en fait un harnais de commande pour programmer les actions et les gestes de nos personnages audio-animatroniques. Vous voulez savoir comment ça marche? Voici le personnage hôte du carrousel. Tout ce que fera l'homme dans le harnais sera reproduit simultanément par ce personnage. Le carrousel du progrès était peuplé par une foule de personnages audio-animatroniques et leurs chansons faisaient écho à la confiance de Disney dans le futur. Pendant 40 ans, Disney s'était fait le chantre de sa forme particulière d'optimisme. Mais 3 mois après que ce petit film fut tourné, Disney mourut, sans avoir assisté au premier pas de l'homme sur la Lune. À leur retour, les astronautes devinrent les stars des médias. L'aspect scientifique de leur exploit fut englouti par le show business. Une fois que l'homme eut posé le pied sur la Lune, le rêve s'évanouit et avec lui un peu de l'optimisme naïf qui avait inspiré Disney. Après la mort de Walt, les choses sont devenues plus difficiles. Je ne travaillais pas dans la compagnie, mais l'aspect créatif est devenu qu'aurait fait Walt, qu'aurait pensé Walt. Et le côté gestion est devenu plus conservateur et plus fort. Oh, il y a eu de grandes choses de faites, comme Disney World et Disneyland Tokyo, mais l'expérimentation, le risque, la folie, la création débridée, tout ça a été un peu remplacé par une pratique commerciale bien rodée. L'une des premières victimes de ce changement fut la chanson du Carrousel du Progrès. À présent, les personnages ne chantaient plus « Ayez foi en l'avenir », mais « Profitez d'aujourd'hui ». L'idée du voyage dans l'espace, c'est ça d'être une grande aventure scientifique pour devenir une belle histoire, comme tant d'autres. À Paris, la réalité fait irruption dans la fantaisie, dans la personne d'un inspecteur chargé de vérifier que Space Mountain est conforme au règlement. On commencera par tester le système de sécurité. La rame est-elle capable de s'arrêter toute seule si l'ordinateur tombe en panne? Pour cela, il faut provoquer une panne dans le système de commande de Space Mountain. Le système doit être sûr et il faut provoquer tous ces incidents. Et ce qui prend le plus de temps, c'est de créer ces pannes qui ont une chance sur 1 million de se produire ou qui ne se produiront jamais. On a créé ce système pour que ces incidents n'arrivent jamais. Et maintenant, voilà qu'il faut se débrouiller pour que ces choses se produisent, pour voir comment le système réagit. Greg, was that brake 17 that you wanted to close after the vehicle struck sensor 2PA? When the vehicle passes 2PA, please close brake 17, yes. Just allow square sitting only. We want a heavy train. Si Space Mountain échoue à l'un des tests prévus, l'inauguration sera reportée. Yes. It's the middle. Okay. Okay. Susan for Greg. Okay, we have the software patched in and we're ready to launch. You guys ready?
Ready to go? All right, with Michelle. Somebody. I go with you, Michelle. Okay, we're ready here. Okay, Tower, give me an announcement, and we'll start it off. Attention Space Mountain, rocket train be launched in the mountain immediately. Stand clear of all equipments, please. Thank you. Attention Space Mountain, attention Space Mountain. Un train va être catapulté dans la montagne immédiatement. Tenez-vous à l'écart de tout équipement. Merci. Vous êtes safe and clear, Patrick? How's that? Okay, Suzanne. Okay? Same? On provoque la panne. La rame s'arrête. Premier test passé avec succès. Pendant les 2 semaines suivantes, tous les tests ne se dérouleront pas aussi bien. Les tests incessants gênent le travail des équipes. Les effets spéciaux de Jacques Gillette, à l'intérieur de la montagne, ont pris du retard. That's a little too effective. Au début des années 80, le monde avait bien changé. L'optimisme des années 50 avait laissé la place au doute. Tron, le premier film de Disney à refléter ce changement, offrait l'image assez sombre d'un ordinateur devenu fou. J'ai eu une conversation avec nos imagineurs, dont la plupart, comme moi, ont grandi avec une vision du monde à la George Orwell. Une vision du monde de demain qui serait Star Trek ou la guerre des étoiles. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un retour en arrière vers un monde moins haute technologie, moins plastique. Je crois que l'Américain moyen voyait l'avenir comme un monde avec des skateboards flottant dans l'air et des choses en plastique qui étaient intrinsèquement meilleures que les choses naturelles. Notre problème, c'est de créer l'idée du futur dans une attraction théâtrale. Et l'idée du futur peut n'avoir rien à voir avec la prédiction chronologique. Ça a plutôt à voir avec l'ambiance, le sentiment et la passion pour ce qui nous attend. La réponse fut un retour en force de l'imaginaire. La fascination de Delaunay pour Jules Verne offrait de nouvelles perspectives. Des histoires rétro avec un happy end. Mais derrière l'imaginaire, la réalité se fait de plus en plus pressante. À Disneyland Paris, on teste les procédures d'évacuation d'urgence. 600 volontaires s'entassent dans Space Mountain sous les yeux de l'inspecteur de la commission de sécurité. Mesdames et messieurs, veuillez excuser ce retard. Nous nous efforçons de résoudre ce problème et nous reprendrons dès que possible. Nous vous ferons savoir dès que nous pourrons recommencer à faire rouler les rames. Bonjour. Ça va? Mais le personnel est saisi par la fièvre ambiante. Au lieu d'aider les gens à sortir, il discute avec eux. Malheureusement, vous, pour ce coup-ci, vous aurez raté la lune aussi. C'est ce que l'on appelle un problème de communication. 7:30, the last evacuation time. Sandra. Half an hour. La passation des pouvoirs des imagineurs vers les responsables du fonctionnement de l'attraction est une étape fondamentale du projet. Attention Space Mountain, mise en tension, mise sous tension. Attention Space Mountain. Vous pourrez tout faire d'une traite, ne vous inquiétez pas. Bonjour, ça va? Sorry? Yeah, we're missing one. Here we go. Franchement, si tu regardes comme ça, c'est génial. Mais il faut qu'on revoie l'évacuation. Pour Doug Leblanc, qui devra avoir passé la main dans 15 jours, l'échec de ce test montre qu'il reste bien du chemin à accomplir. Je les ai regardés de là-haut. Ils ont parlé avec les passagers pendant 5 minutes avant de les aider à sortir.
Oui, et j'ai remarqué que l'autre évacuation a été encore plus longue. Oui. Ça ne se passe pas trop mal pour un premier soir. Deuxième soir. On recommencera autant de fois qu'il le faudra pour démontrer que l'attraction est sans danger. Mais les tests ont montré quelque chose de bien plus inquiétant. Hello? À Los Angeles, Tim Delaney reçoit un appel urgent de Paris. Okay, wait a moment. Oh, my confidence is really boosted here. Allô? Hello? Hello? Hello again. Hello? Les inspecteurs français affirment que les rames roulent trop vite. Pas question d'inaugurer Space Mountain si Delaney ne réduit pas la vitesse de 15 secondes. 15 seconds. 15 seconds? Yeah. Dès qu'on dépasse les 5 ou 6 secondes, ça devient plus difficile de faire coller la musique en la coupant ou autre chose. Pour Harry Richard, qui doit produire la musique, cela pose un petit problème. Il va falloir resynchroniser toute la partition. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire en termes de spectacle. Ça, c'est un véritable problème, là où on a une question sur laquelle il faut se battre. Il annule en catastrophe la séance d'enregistrement prévue pour le soir même. Mais à quel prix? Le temps commence vraiment à manquer. En réduisant la vitesse, on risque d'affecter la rentabilité de l'attraction. Mais pour Delaney, le principal problème est d'ordre artistique. S'il diminue la vitesse, cela risque de détruire l'expérience qu'il veut offrir aux visiteurs. Il voit déjà 8 ans de travail s'évaporer dans un nuage de compromis bureaucratiques. Il est temps de parler à Marty Sklar, le président d'Imagineering. On a un petit problème, c'est la vitesse. Ça roule trop vite. Et la conséquence, c'est que la musique ne sera pas synchro. C'est toujours la même chanson, les véritables problèmes arrivent tous à la fin du chantier. Si on a 4 rames, alors ça va coincer au niveau de la capacité. Si on a 5 rames, on prend le risque que les rames bouchonnent dans la montagne. On est court de 5 secondes et tout le monde en France s'arrache les cheveux à minuter ce truc. On se demande où on va enlever les 5 secondes. Alors on a un problème parce que la capacité est la clé du succès que ça va avoir. Toute cette histoire de capacité, la force du spectacle, le travail sur les effets, le travail sur la musique, c'est tout ça qui est en jeu. Delaney prend le premier avion pour Paris. Messieurs, bienvenue à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. La température à Paris est de 15 degrés. C'est la première fois qu'il contemple Space Mountain achevé. Delaney est graphiste de formation. Il est obsédé par l'aspect visuel des choses. Et il n'aime pas ce qu'il voit. Le canon est trop propre. La mécanique a l'air d'un décor. Pour lui, cela ne peut marcher que si le canon paraît réel. Pendant que Delaney se met au travail avec l'équipe de décorateurs, les problèmes musicaux sont laissés de côté. Oui, c'est plus foncé dans les creux ici et là aussi sur les côtés. On va faire ressortir les côtés. Sur le toit de Space Mountain, Delaney aime bien ce qu'il voit. L'éclairagiste en chef, Joe Falsetta, vient de finir de travailler sur une superbe icône futuriste. Quand la nuit tombe, le fruit de son travail est du plus bel effet. Okay, are you on the roof? Hold up. Yes, I'm plugging the light now.
51 for 17, is it any better? Parfait. Le plus difficile, c'était d'éclairer ce monstre. C'est un gros bâtiment. C'est une forme si étrange, si inattendue, mais il fallait l'éclairer tout en finesse. Il fallait l'éclairer comme si l'éclairage lui donnait vie. Un sacré défi. That was the challenge. Le lendemain, Steve Branson, le compositeur, arrive à Paris avec une version de sa musique enregistrée sur synthétiseur. C'est la première fois qu'il vient à Paris. C'est aussi la première fois qu'il monte sur Space Mountain. Hélas, comme prévu, la musique ne marche pas. Cette fois, la sortie du virage était réussie. C'était OK jusqu'au plongeon. Mais on est arrivé au premier point d'arrêt et la musique continuait. Le temps jusqu'au point de lancement était plus long. Ensuite, ça a bougé. Il faudra en parler avec Greg à propos de cette connexion initiale. Et puis, ça a avancé. C'est comme si c'était légèrement en retard ici. Il y a jusqu'à 2 secondes de différence entre une rame chaude et une rame froide. Ça veut dire 11 mètres par seconde. Ça fait 22 mètres. Ce qui veut dire une différence d'une rame entière. Et Delaney ne fait rien pour arranger les choses. Comme il faut refaire la musique, il en profite pour essayer 2 ou 3 idées nouvelles. Branson commence à comprendre qu'il va lui falloir réécrire toute la musique. Delaney rentre à la maison, laissant derrière lui encore plus de travail. À l'intérieur de la montagne, Jack Gillette doit rendre encore plus spectaculaire la scène des astéroïdes. Les décorateurs se remettent au travail sur le canon, qu'ils recouvrent d'une couche d'huile et de suie. Il reste à peine 2 semaines avant l'ouverture et la tension monte. Branson rentre à Hollywood. Il reste moins de 10 jours. La nouvelle partition est prête pour l'enregistrement. Avec un vrai orchestre, les couleurs seront vraiment nettes. On aura toute la chaleur des flûtes et la puissance et l'excitation des cuivres. Ce sera bien plus réel et vivant qu'avec les synthétiseurs. Space Mountain fonctionne. La nouvelle musique se synchronise bien avec la nouvelle vitesse des rames. Mais en France, les problèmes continuent. Le canon, composant essentiel de l'attraction et de son démarrage explosif, refuse de marcher. Personne ne comprend pourquoi et personne ne sait quoi faire. Delaney a conçu le canon pour qu'il ait du recul comme un vrai canon. Ce détail est typique de l'art du récit cinématographique. Un effet spécial sert à charger l'histoire de fantaisie, de tension et d'émotion.
En 1955, Walt Kimball avait connu la même situation en tournant L'homme dans l'espace. Captain, I'm getting a high Geiger count of 33 degrees. Get some flares in that area, quick. We did have a little argument. En faisant le tour de la Lune avec Von Braun, on a eu un léger désaccord. On devait lancer des fusées pour éclairer la surface. Et je lui ai dit, si on ajoutait des traces d'une cité ancienne, ou d'une tour de guet, ou d'une forteresse, il m'a répondu que la face cachée de la Lune ressemblait beaucoup à la face visible. Faites ce que vous voulez, mais sans moi. Eh bien, on l'a quand même fait. On aurait dit les fondations de quelque chose, juste un soupçon. Le canon finira peut-être par marcher, ou peut-être pas. Mais en tout cas, Delaney n'y peut plus grand-chose. Alors que Space Mountain se prépare à ouvrir ses portes, il est de retour à Los Angeles. 36 heures avant leur H, les ingénieurs règlent le problème du canon. Space Mountain ouvre à temps. Tout marche à la perfection. Toutes les 36 secondes, 55 nouveaux passagers vivent dans ses moindres détails. Le rêve né de l'imagination de Delaney 8 ans plus tôt. À Los Angeles, Delaney range son bureau. Il ne pense déjà plus à Space Mountain, mais au départ d'une nouvelle aventure.